Salut, c'est Clémence de Carglass. Pardon, non, c'est Clémence de Capture Mag. Si vous voulez nous soutenir, si vous nous aimez, eh bien sachez que vous pouvez vous abonner, nous suivre sur YouTube et puis sur toutes vos applis de podcast préférées. Si vous nous aimez vraiment beaucoup, alors là, foncez sur tipeee.com ou patreon.com, mot-clé Capture Mag, pour souscrire à un don et nous aider encore un peu plus. On compte sur vous. Merci. Copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les mois je retrouve mon équipe de chroniqueurs préférés. Ensemble on fait le point sur l'actu ciné. Alors attention, si vous n'aimez pas vous faire spoiler, si vous n'aimez pas le divulgachage, ici on traite les films en profondeur. Donc forcément, on en parle en long, en large et en travers et on spoil. Donc si vous n'aimez pas ça, petit conseil, allez d'abord au cinéma et revenez nous écouter ensuite. Pour l'épisode du jour, j'ai le plaisir de retrouver Rafik. Salut Rafik. Salut Clémence. Ça faisait longtemps. Oui, ça va. Excuse-moi, tu as de la concurrence. Mais oui, on va le présenter. Julien. Salut Julien. Ouais, salut Clémence. Vincent. Salut Clémence. Salut Julien. Stéphane. Salut Clémence. Salut Jeanne à la technique, qui n'est pas venue seule puisqu'elle est accompagnée donc de la mascotte, la nouvelle mascotte de l'émission, on peut le dire, hein. Kintaro. Kintaro, tu fais ouf. Bonjour. Il va pas Un mot. Tu donnes la patte. Alors, le Spielberg, c'est comment? Un mot, Kintaro. Ah, bon. Et puis ça ne change pas, on remercie Anthony Navarro pour le montage et le mixage et la Tex pour l'habillage sonore. On dit aussi merci à tous nos soutiens, à commencer par Eurochannel. Ce nouvel épisode de Sale Temps pour un film vous est présenté avec le soutien d'Eurochannel, la chaîne qui vous propose le meilleur du cinéma européen en première exclusivité, disponible sur les chaînes de Bouygues, Orange et Free. Plus d'informations sur eurochannel.fr. Et puis, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, les auditeurs, les auditrices qui nous permettent d'exister, tout simplement, qui nous permettent de rester indépendants. Peut-être que vous avez pris déjà un don sur Tipeee ou sur patreon.com. Bien, merci, un immense merci à vous. Vous nous permettez donc de rester un média indépendant, de continuer à développer nos programmes. Si ce n'est pas encore le cas et que vous voulez nous aider, eh bien, n'attendez plus. Rendez-vous sur tipeee.com ou patreon.com, mot-clé Capture Mag. Vous pourrez souscrire à un don et ainsi contribuer à la vie de votre média ciné préféré. Ça vous donnera quelques avantages. Par exemple, vous aurez accès à notre Discord privé et puis vous aurez également accès à des émissions en avant-première et encore quelques surprises à venir dans les mois à venir puisqu'il y a du changement chez Capture. Donc rendez-vous sur tipeee.com ou patreon.com, mot-clé Capture Mag. Aujourd'hui, épisode spécial sur un seul et unique film. Vous nous connaissez, on aime bien prendre le temps avec les réalisateurs qui nous tiennent à cœur. Et aujourd'hui, donc, on vous parle de Disclosure Day, qui sort ce 10 juin en salle, film de Steven Spielberg. Alors, je vais pas refaire toute la filmo de Spielberg, mais entre Rencontre du troisième type, E.T. l'extraterrestre ou encore La guerre des mondes, ce n'est pas la première fois que Steven se frotte aux extraterrestres. Et c'est sans compter tous les films qu'il a produits. Et la dernière fois qu'il s'est frotté à la science-fiction, ça commence à dater un petit peu. Dans Disclosure Day, il est donc question de petits hommes verts avec une question centrale. Faut-il ou non dévoiler leur existence à la population ? Sommes-nous prêts à accueillir cette information fracassante ? En tout cas, Josh, lui, en est persuadé et il va tout faire pour lancer l'alerte. Alors le film est basé sur une idée de Spielberg himself. Pour développer le scénario, il s'est appuyé sur un collaborateur de longue date, David Koepp. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur Jurassic Park, Le Monde Perdu, La Guerre des Mondes et Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Alors est-ce que pour ce retour à la SF, le duo fait mouche ?
Rafik, je me tourne vers toi parce que ça fait trop longtemps que t'es pas venu, donc c'est toi qui vas inaugurer. Merci Clémence. Puis en plus, comme je suis, contrairement à mes camarades, un vrai amateur de Steven Spielberg, c'est bien de démarrer avec moi. Donc, écoute... Tu spoil l'émission, toi, d'entrée de jeu. Hein. Ouais. Tu spoil l'émission d'entrée de jeu, donc vas-y. Disclosure, donc ça veut dire en gros révélation. Et c'est je pense, une référence appuyée à l'Apocalypse, puisque c'est donc la signification littérale d'Apocalypsus, dévoilement, révélation. Et donc c'est pour le coup le film apocalyptique de Spielberg. Ce qui est intéressant avec les films de Spielberg concernant des extraterrestres, il y en a 4 en tout, puisqu'on pourrait rajouter son tout premier film, aujourd'hui invisible, Firelight, qui mettait en scène des gens qui se faisaient kidnapper par des aliens. Il y a en fait chez lui, à chaque fois qu'il abordait le sujet, il a toujours abordé sous un angle qui lui était très personnel, là où il en était dans sa vie. Rencontre du troisième type, qui pour moi est vraiment dans le top de sa carrière, c'était vraiment l'histoire d'une famille qui se décompose. Je pense que tous ceux qui nous écoutent ont vu Fabelmans, donc ils seront pas surpris si je leur souligne que la fin de Rencontre du troisième type, c'est à peu de choses près une musicienne qui essaie de communiquer avec un scientifique. Fabelmans, dont on parlait dans un précédent épisode de Saltan, qui a 2 saisons, je crois. Ensuite, E.T., c'était donc la réadaptation de son projet A Boy's Life, ce qui est l'histoire d'une enfance solitaire, et de comment on survit à ça par un ami plus ou moins imaginaire, mais en l'occurrence. Et puis, La Guerre des Mondes, comme il l'a lui-même déclaré, était sa réaction au 11 septembre, même si moi j'allais un peu plus loin, j'y voyais aussi une réaction au Patriot Act de l'époque, qui était donc un film qui plutôt que de s'intéresser vraiment aux aliens, s'intéresser à cette idée de est-ce que les États, tout comme les cellules, doivent mourir pour mériter de survivre, en fait. Il y avait quelque chose qui était en train de crever aux États-Unis, il l'a mis en scène à travers ce film-là. Donc à chaque fois qu'il aborde le sujet, il y a toujours une nouvelle couche de quelque chose qui lui est très propre. Ce qui moi me convient, parce que moi j'ai jamais été un ufologue, donc le caractère alien en lui-même ne me motive pas suffisamment, me fait pas flasher, fantasmer, même si j'ai un goût énorme pour des trucs délirants. Je crois à l'Atlantide, je crois à des tas de choses comme ça. J'ai jamais réussi à vraiment croire sincèrement en l'ufologie, même si j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet. Spielberg, pour le coup, lui, ça fait très longtemps qu'il est sur l'affaire. Il a jamais lâché ça, même si, et ça j'ai été assez surpris, il considère qu'il s'est mis de plus en plus à croire au fil des ans. C'est-à-dire qu'à l'époque de Rencontre du troisième type, il était encore sceptique, ce qui peut paraître paradoxal quand on fait un film pareil, et aujourd'hui il l'est beaucoup moins. Donc du coup, c'est quoi cette nouvelle couche avec Disclosure Day ? Pour moi, comme on parle d'apocalypse, c'est vraiment la religion qui est au premier plan dans ce film, puisque donc la question qui est posée assez régulièrement dans le film, c'est que se passera-t-il, qu'en sera-t-il de la foi des gens une fois qu'on leur aura révélé l'existence de ces êtres supraterrestres, qu'on peut presque assimiler à des anges, hein. D'ailleurs, c'est un peu comme ça même que certains membres de l'Église catholique traitent la question alien, quoi, en disant il n'y a pas d'aliens dans le catholicisme, il y a des anges qui peuvent être des anges déchus ou des anges serviteurs de Dieu, quoi. Mais il appuie d'autant plus cette analogie à la religion qui va choisir de mettre en scène un truc qui est... On rappelle que les États-Unis, originellement, c'est un pays protestant, en mettant en scène des catholiques, ce qui pour moi était quand même... Il y a une intention, le fait de te montrer une nonne, un personnage qui est quand même important, de jeune fille qui a voulu être nonne à une époque, qui considère avoir perdu sa foi et qui en fait en se reconnectant à cette histoire d'alien la redécouvre d'une certaine manière, etc. Il y a des tas de
d'éléments dans le film qui nous renvoient à ça. Vers la fin, on a une image de tous les gens qui sont en train de découvrir la vérité à travers leur téléphone portable, et avec la photo de Kaminski où il y a toujours beaucoup de flair. En fait, on a l'impression qu'ils sont tous en train de porter un cierge dans la rue. Bon. Alors, est-ce que c'est un vieil homme qui se pose lui-même de ses propres questions sur la foi, et qui du coup se sert à nouveau des extraterrestres comme une façon d'aborder des sujets qui lui sont proches? C'est pour moi une possibilité à ne pas mettre de côté. Ceci dit, il y a quelque chose qui, comme on a vu le film cette semaine, me travaille encore, et sur lequel j'ai pas du tout ne serait-ce que le début d'une piste, c'est qu'il y a quelque chose de... comment dire, explicitement, le film se voudrait un film rassurant, puisque il y a cette idée que ces aliens sont là pour nous délivrer un bon message. Vous amenez de l'empathie, de la connaissance. C'est ça. Le personnage donc d'Emily Blunt, effectivement, c'est littéralement, enfin c'est pas littéralement, mais c'est presque l'équivalent de Maitreya, ce prophète supposé qui un jour ou l'autre est censé venir sur Terre et qui a le pouvoir de prendre l'apparence de la personne à laquelle il s'adresse, puisque donc on a dans le film une séquence où en fait... Clé. Une séquence clé, voilà, dans laquelle on comprend que dans les yeux des gens, elle est l'incarnation de ce qu'ils aiment le plus au monde. Donc ça, c'est Maitreya, je sais plus exactement à quelle partie du monde, c'est pas indien, mais c'est dans ces eaux-là, quoi. Donc il y a cette idée qu'elle est une sorte de prophète, de messager, de vaisseau pour un message qui vient de là-haut. Et il en est de même avec le personnage joué par Josh O'Connor, qui lui, traduit la parole divine par les mathématiques, ce qui pas quelque chose de nouveau dans la religion ou dans l'ésotérisme, que les mathématiques sont le langage de l'univers et donc le langage divin par excellence. Donc ça se voudrait rassurant, mais il y a des tas d'éléments qui en fait contredisent ce caractère rassurant, et notamment les symboles qui sont utilisés. Et ces symboles, c'est les animaux qui viennent chercher la petite fille, puisque donc on a toute une séquence de flashback où Emily Blunt se rappelle de la première fois qu'elle a été en contact avec eux, qui est un truc qu'elle a réprimé, quoi. Et il y a littéralement donc un énorme cerf qui arrive dans sa chambre d'enfant, qui est accompagné donc d'un oiseau. Alors ça, l'oiseau, je le dis par rapport à au symbolisme du film, ce qu'on appelle le langage des oiseaux dans l'histoire des religions et de l'ésotérisme, c'est un langage qui est au-dessus du langage. En fait, c'est le langage originel. Parler la langue des oiseaux, c'est aller vraiment, c'est comprendre toutes les langues. Et donc du coup, le fait qu'il ait choisi un oiseau pour déclencher chez elle cette capacité à parler toutes les langues, ça peut faire sens. Le cerf, pareil, dans le symbolisme du cerf, en général, c'est le guide, le passeur, celui qui est là pour te mener vers la Renaissance, etc. Bon, jusque-là, ça va. Mais il y a cette histoire d'Hansel et Gretel, puisque donc ces animaux l'emmènent dans une maison qui est donc la maison d'Hansel et Gretel, et la gamine, elle est contente d'aller dans la maison d'Hansel et Gretel. Là, moi, je suis là, je fais attendre 2 secondes, mais on n'est pas censé être content quand on arrive dans cette maison. Dans le conte, on le rappelle, c'est quand même la maison d'une sorcière cannibale, quoi, qui est là pour bouffer les mômes. Et en fait, par sa mise en scène, il nous fait comprendre que ces mômes vont être les victimes d'une expérience, que ces aliens vont faire quelque chose sur eux, donc probablement les transformer en ces vaisseaux, ces messagers à venir, mais il y a rien de rassurant là-dedans. Il y a rien de rassurant à ce que des êtres extraterrestres prennent l'apparence d'animaux tout mignons pour aller dans les chambres des enfants et les emmener dans la maison de la sorcière pour faire des expériences sur eux, quoi. Et ça, cet aspect du film m'a vraiment questionné, en fait, et j'arrive pas à m'en dépêtrer depuis qu'on l'a vu. Je sais pas ce qu'il cherche à nous dire, parce que il y a ce côté de laissez-vous aller, donnez-vous à nous, et en même temps, par derrière, c'est attends 2 secondes, mais tu m'emmènes où, quoi? Pourquoi je me laisserais aller? Tu n'as rien fait pour me convaincre, quoi. Donc
Il y a cet aspect-là. Et puis pour rester dans la question religieuse, donc il y a le personnage joué par le personnage de Bad Guy qui est joué par son nom m'échappe. Colin Firth. Merci, Colin Firth, qui a donc cette capacité de prendre possession des gens et qui est assez explicitement une figure satanique dans le film. Parce qu'il faut préciser, il a cette capacité-là parce qu'il a un artefact alien. Tout à fait, non, parce tout à qu'il fait. faut pas. Oui, non, bien sûr. Mais pour rester dans cette imagerie religieuse, puisque donc il y a deux entités. Hein. Il y a celle qui est jouée par Coleman. Excusez-moi, moi les noms de comédiens, c'est une catastrophe. Comment il s'appelle Coleman, le chef des. Comment? Non, mais. Pas Olivia, mais je vais te retrouver le nom tout de suite. Donc ce comédien, voilà, qui est en gros le leader de ceux qui veulent. Domingo. Merci, Coleman Domingo, qui est vraiment toujours filmé sous des angles purement angéliques, et donc en face Colin Firth qui est très clairement filmé lui au contraire dans des configurations sataniques. Il y a des effets de mise en scène parfois que je trouve exceptionnels, mais bon, on est chez Spielberg et c'est le genre de truc qu'on attend de lui, tu vois. La première fois qu'on est mis face à ce personnage de Coleman Domingo, c'est à travers une photo, un portrait de lui qui en fait se reflète dans la porte du bureau du bad guy, et c'est fait d'une façon tellement élégante que vraiment le spectateur est immédiatement au courant que c'est de ce gars-là dont on est en train de discuter, parce que son fichier était projeté à ce moment-là de l'autre côté. Voilà, je vais pas. On en parlera, j'imagine, avec mes camarades par la suite, quoi. Évidemment que sur un plan strictement technique, sur un plan de savoir-faire, le film est, je trouve, au-dessus de tout ce qui se fait aujourd'hui par l'art du blocking, etc. C'est toute la problématique de la façon de critiquer Spielberg. C'est-à-dire que le premier point, en fait, si tu veux, c'est que je prends un peu le relais. Oui, vas-y, bien sûr. En fait, le truc, si tu veux, c'est que quand moi, ça m'a fait penser à ce truc on a un fil WhatsApp, on le dit à chaque fois dans les émissions, quoi. Et je crois que c'est Pierre qui nous avait partagé une vidéo rigolote où moi, ça m'a interpellé parce que je sais pas, c'est un événement à un moment donné quelque part où t'as des cinéastes qui sont invités. Et en l'occurrence, le premier cinéaste qui rentre, il est présenté par la nana qui dit il ne fait pas du cinéma, il est le cinéma. Alors là, tu te dis tout de suite, tiens, il y a Spielberg qui va monter sur scène, il y a, tu vois, James Cameron, quelqu'un, tu vois, et tout. Non, c'est Claude Lelouch. Donc, si tu veux, quand t'as cette phrase-là, tout de suite, le premier truc qui te vient, c'est Spielberg, tu vois. Alors évidemment, ça nous a fait un peu rigoler, quoi, le fait que ce soit pas Spielberg, et surtout que la phrase, elle est un peu empoulée, évidemment. Mais pour moi, ça m'a fait penser à cette notion que c'est littéralement le premier nom qui m'est venu. Et du coup, en fait, en sortant de Disclosure Day, c'est ce que je me suis dit, en fait. Je me suis dit, alors moi je spoil tout de suite, j'aime pas le film, voilà, mais le truc c'est que, et je suis très déçu par le film en fait, mais je sais pas, la bande-annonce m'avait pas particulièrement transporté, donc j'ai pas, comment dire, je peux pas dire que c'est une déception énorme. T'avais pas d'attente J'avais des attentes parce que c'est Spielberg, mais justement en fait les attentes minimum de Spielberg, c'est ce que j'allais dire, en fait elles sont relativement effectivement récompensées parce que oui, quand tu vas voir le film, tu sais que tu vois du cinéma d'une certaine manière. Maintenant, c'est à quel service que tu vois ce cinéma-là? Et surtout, en fait, comment est-ce que tu le jauges, ce cinéma-là, par rapport au reste du cinéma? Parce que il y a un peu ça, en fait, dans la problématique avec Spielberg. Ce qui fait que souvent, les gens nous entendent dire ici, tiens, c'est de la merde ce film, machin, etc., etc. Bon, c'est même si on le disait là, ça voudrait pas exactement dire la même chose que si on était en train de parler d'un film avec Gilles Lelouch. Donc voilà. Mais le truc c'est que en réalité oui, ce truc est là dans le film. Donc pour moi il y a des mises en place où ça t'achète un moment, tu vois, un truc où tu veux voir où ça va, tu vois. Et puis tu te perds en fait au bout d'un moment dans ce que le film veut raconter, parce que cette question qui est posé thématiquement par le film. J'ai pas rentré dans tout, parce que Rafik a fait tout un récit biblique du film, tu vois, etc., symbolisme, voilà, mais qui me questionne encore, qui se tient, mais qui, pour moi, justifie pas, en tout cas à mes yeux, la qualité ou la non-qualité du film, quoi. Et c'est tout le problème, c'est-à-dire que ce questionnement qui est posé par cette question thématique. Bah, quand tu sors du film à la fin, tu te dis, mais moi, j'avais besoin que tu poses cette question au départ et qu'en fait, que tu donnes
la suite en fait, si tu veux, au truc. C'est-à-dire que là, le problème, c'est que il y a une espèce de structure. Alors comme tu l'as dit en préambule, le film est écrit par David Koepp. David Koepp avec lequel Spielberg a déjà travaillé sur Jurassic Park, sur Le Monde Perdu, sur Indiana Jones 4, comme tu l'as dit, voilà, qui sont quand même pas déjà les meilleurs Spielberg. Faut quand même le pointer du doigt. La Guerre des Mondes aussi. La Guerre des Mondes, mais voilà. Et après, ce que j'allais rajouter par rapport à ça, c'est qu'effectivement, ce type-là, il a des crédits de qualité parce qu'il a travaillé avec des réalisateurs de qualité. Pour moi, quand tu mets vraiment de côté le reste, de son travail, je le trouve que c'est un peu une arnaque. Tu vois, mais ça, c'est un truc que je pense depuis assez longtemps. Et là, pour moi, il y a une énorme, au-delà, encore une fois, de la symbolique dont parle Rafik, au-delà de tout ça, etc., il y a une énorme problématique de structure. C'est-à-dire qu'en fait, de structure de scénario. C'est-à-dire, en fait, on est dans un espèce de système où, alors Spielberg l'a vendu comme ça, je pense que Julien en parlera mieux que moi, il l'a vendu comme une espèce de course-poursuite permanente, en fait. Ce qui est faux. Faut le dire tout de suite. Si vous entendez course-poursuite permanente, vous voyez Mad Max Fury Road, tout de suite, oubliez. C'est pas la peine. Mais même Tintin, Ready Player One, même tout ça. Enfin, vraiment, il faut. C'était plus en référence à Minority Report. Même Minority Report. Donc, surtout Minority Report. Voilà. Donc le truc, c'est que je pense qu'il faut oublier déjà effectivement la façon dont Spielberg en parle, lui, parce que la problématique de cette structure-là, c'est que, les personnages se font rattraper par les méchants, puis glissent au nez à la barbe des méchants pour se faire rattraper, pour reglisser, etc. Et du coup, c'est une espèce de structure comme ça qui est extrêmement redondante, sur lequel en fait finalement des informations qui font avancer le récit en tout cas arrivent beaucoup plus rarement que éventuellement la symbolique dont parle Rafik. Et je doute pas encore une fois que dans tout ça, enfin voilà, la structure du film, pour moi fait que en fait on se retrouve avec un film qui à la fin, et là je spoil vraiment jusqu'au bout quoi, la révélation du film c'est de te dire bah oui ils existent. Ce qui est quand même très problématique quand t'es en 2026 et que tu vas voir un film de Spielberg alors qu'il en a fait je sais pas combien dessus, où c'est pas un questionnement en fait. Donc pour moi ça veut dire que si tu dois confronter ce questionnement là au monde, il faut montrer quelque chose, quelque part, une logique de la résultante de ça, tu vois. Et c'est là où le film me pose un souci, parce que au final, je me dis, et c'est assez rare pour être souligné chez Spielberg, c'est que la thématique prend le relais sur le reste. Et prend le relais vraiment sur ce que le film raconte en soi. C'est-à-dire, il pose cette question, et puis j'ai l'impression que finalement, en fait, la façon dont il le termine, il apporte toutes les réponses, quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est problématique pour moi, c'est que le film s'ouvre en fait sur une scène de catch. C'est littéralement le premier plan du film. En fait, c'est un catcheur qui est en train de défoncer la caméra, qui donc est en train de défoncer un autre catcheur que tu comprends que c'est un POV de catcheur, tu vois. Donc c'est un truc on t'embarque tout de suite. Tu comprends qu'il y a une séquence. Enfin, ils sont dans une séquence dans une salle de catch, voilà. Et le film avance, et à la fin, il se termine avec une dernière phrase en fait où c'est Emily Blunt qui se retrouve en fait face à la caméra et qui dit écoutez-moi. Je sais ça, c'est écoutez ou écoutez. Voilà. Le catch, ça va vers un spectateur qui est pas du tout attentif. Oui. Mais ce que je voulais dire en fait, si tu veux, c'est que je te parle de l'ouverture du film et de la fermeture du film. Je t'allais parler d'Highlander, c'est pour ça. Non, c'est littéralement l'ouverture d'Highlander. Oui, alors oui. Mais non. Et donc en fait, le truc, si tu veux, c'est que ça s'ouvre en fait sur je te mets un coup de latte dans la gueule du spectateur, tu vois, et je te termine en fait en disant en gros faut être bienveillant les uns envers les autres, il faut s'écouter, tu vois. Donc le truc, si tu veux, c'est que tu comprends qu'il y a une espèce de cheminement là-dedans, effectivement, de bienveillance, si tu veux, qui pour moi est discutable dans le film, parce que la problématique là-dedans, c'est que je trouve que le film finit par verser en fait dans une espèce de fausse bienveillance qui devient extrêmement quel serait le terme correct, agaçante, hein, pour rester poli, quoi, au fur et à mesure où le film avance, quoi, parce que t'as vraiment à un moment donné l'impression un tout petit peu d'être pris pour un jambon, tu vois. Et le problème en fait, c'est que il se retrouve, alors comme c'est Spielberg, il se retrouve avec des séquences. Rafik a parlé de cette séquence en fait clé, encore une fois, qui est cette séquence où le personnage d'Emily Blunt se retrouve face à des gens qui veulent se mettre en travers de son chemin
Et comme elle est la représentation absolue de l'empathie, si tu veux, puisqu'elle a cette fonction, cette capacité, elle a ce pouvoir en fait qu'elle-même ne comprend pas vraiment, qui vient de se déclencher dans le récit du film, où elle a l'empathie de savoir ce qui se passe en fait dans la vie que le personnage face à elle traverse. Du coup, effectivement, il y a ce moment où elle leur apparaît suivant la mère, la femme, la sœur, la fille, etc. Ils réussissent à s'échapper sans aucune violence, juste par la force de l'empathie. Exactement. Et cette séquence, en fait, Spielberg, Spielberg normalement, il sait les réussir ces séquences. Et là, pour moi, il la foire mais magistralement. C'est-à-dire qu'en fait, il se plante mais dans les grandes largeurs. Et parce que je pense qu'il y a une problématique. Alors, c'est difficile en fait quand on voit un film de Spielberg. C'est encore une fois, j'en reviens à cette problématique-là, c'est que il y a certainement des choses qui se dévoilent toujours un peu différemment et tout quand tu revois les films et tout, mais là encore faut-il avoir envie de le revoir. En fait, c'est tout le problème de ce film. Et le truc, c'est que tu te retrouves avec une séquence comme ça qui, pour moi, ne fonctionne pas du tout, est littéralement ridicule et et qui est censée être centrale en fait dans, en tout cas, encore une fois, la thématique du film et le bien vivre ensemble, je sais pas, qui est prôné par le truc, quoi. Donc c'est très casse-gueule. Spielberg a l'habitude de faire ça normalement les doigts dans le nez, et c'est là où tu te dis la super mise en scène, super balèze, etc., que tu vois depuis le début, en fait elle vrille. Après, moi, j'ai des problèmes de goût personnel. Bouge-toi les oreilles, Jeanne. Tu vois, moi, tu peux pas encadrer Colin Firth. Je le trouve nul dans le film. Voilà. Et scandale, elle crie. Tu vois, à tes souhaits, Jeanne. Et je le trouve, mais je le trouve sincèrement. J'arrive pas à croire une seconde que ce soit le grand méchant du film. Tu vois, ça c'est le premier point. Mais d'ailleurs, en fait, même Spielberg, t'as l'impression qu'à la fin, il y croit plus, parce qu'en fait, à la fin, le mec s'assied, il laisse faire. Tu vois. Donc en fait, voilà. Il a complètement lâché la rampe. Voilà. Il y a un autre problème principal aussi, c'est Emily Blunt. Tu vois, je peux pas, moi j'achète pas non plus cette espèce de pureté, virginale, l'absolue, qu'elle est censée représenter. Je sais pas ce que c'est exactement, mais enfin voilà, je l'achète pas du tout. Donc du coup, t'es un peu coincé avec des persos comme ça, avec des incarnations comme ça, et effectivement, tu t'es emmerdé, quoi. Mais voilà, donc pour moi, c'est je vais laisser parler mes camarades, c'est un plantos, en fait, c'est un plantos pas loin de À la Hook. Pas loin. Alors un peu mieux foutu, quoi, un peu mieux filmé, tout ce que tu veux, ouais, certes, mais pas loin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc de, tu te dis putain merde. Et donc voilà. Mais je vais laisser mes amis en parler, parce que je sais qu'ils pensent qu'ils sont encore plus virulents que moi. Je voyais Vincent prêt à empoigner son micro, donc vas-y, on t'écoute. Ouais, moi je veux bien en parler. Alors avec tout le respect que j'ai, ouais, absolument, ouais. Pas juste pour caresser Kintaro. Ouais, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui ont aimé le film ou qui vont l'aimer, etc. À commencer par Rafik, je dois dire que objectivement c'est un navet. Voilà, moi c'est le premier navet de Spielberg que je vois. Il y a des films que j'aime pas de lui. J'avais vraiment pas aimé Hook. J'aime pas Amistad. J'aime pas Indy 4. Mais là, je trouve que c'est un film qui est totalement indigne de lui. Et c'est tellement mauvais qu'on oublie assez rapidement la mise en scène, et même la mise en scène plaquée sur un scénario aussi nul fait qu'il y a un réel décalage, je trouve, qui est un peu malaisant, très désagréable, quoi. Et alors pour commencer, il faut quand même dire que c'est un film qui est assez cheap aussi pour un Spielberg, comparativement à la bande-annonce, où en fait les 4 plans spectaculaires dans la bande-annonce, ils sont dans le film, mais il y a absolument rien d'autre. C'est une course-poursuite, c'est réellement une course-poursuite, c'est écrit comme tel, mais moi c'est ce que j'appelle un blabla movie, quoi. C'est-à-dire c'est une course poursuite qui fait du surplace sans arrêt, quoi. C'est-à-dire c'est comme regarder un cycliste qui pédale à toute vitesse alors que la chaîne est pas là, quoi. Il y a pas d'entraînement, il y a pas d'information qui est donnée. J'étais à côté de Julien, et il y a au moins une dizaine de fois dans le film où une scène se termine, où tu te dis bon, ça y est, ça va commencer, et la scène suivante démarre, et en fait, au bout de 5 secondes, tu souffles en disant putain, mais ça va pas, jamais ça va. Ah ouais, t'arrêtais pas de souffler. Tu t'en rends même pas compte, mais non, tu t'en rends pas compte. Mais là, t'as soufflé déjà.
t'as soufflé quand les autres parlaient, quoi. Donc c'est vraiment très pénible parce que quand Rafik et Stéphane, quand vous avez commencé à en parler, c'est admis que oui, alors c'est un film pour savoir si il faut dévoiler la présence réelle des extraterrestres sur Terre, etc. Or ça, c'est le dernier quart d'heure, en fait, c'est les 20 dernières minutes. Le reste, c'est une sorte de, moi, ce que j'appelle du blabla movie, c'est-à-dire t'es projeté dans une histoire où tu connais rien des personnages. Tu sais pas ce qu'ils veulent, tu sais pas de quoi ils parlent. La première scène, t'as Josh O'Connor avec un artefact qui se sort d'une situation avec un artefact extraterrestre où on lui dit oh là là, attention, c'est une arme. Tu sais pas trop pourquoi c'est une arme, et puis faut le serre pas trop fort parce que sinon quoi, tu sais pas. Il va t'arriver des bricoles, mais bon. Non, mais tu sais pas en fait, et voilà. Et donc cet artefact extraterrestre, il y en a 3 dans le film, et en fait c'est l'outil magique du scénariste, quoi. C'est-à-dire c'est le truc qui permet de se sortir des situations les plus improbables. Un coup tu deviens invisible, un coup ça peut devenir une arme, Ça fait tout, ça fait le café. Ça fait absolument tout, et comme ça fait tout, ça fait rien en fait. Il y a absolument aucun intérêt à ce truc-là. Il y a 2 scènes clés, mine de rien, en fait, dans lesquelles c'est utilisé. Parce qu'en fait, il y a une question de manipulation, c'est ton parler graphique, en fait. Ouais. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, Vincent. Je suis pas en train de reprendre, mais c'est juste pour pointer du doigt que en fait, dans ces séquences-là, en fait, c'est un vrai truc qui est utilisé, qui est présent dans le film, et d'ailleurs, en fait, je rajouterais même que, en fait, tu es censé avoir beaucoup de tension dans ces séquences-là. Il y en a pas. Il y a pas du tout. C'est ça qui est fou, en fait. Parce qu'il y a pas de règles, donc tu sais pas du tout. Non seulement il y a pas de règles, mais tu connais pas les personnages, donc tu regardes ça totalement extérieur au récit. Moi, j'ai trouvé passionnant ce qu'a dit Rafik. Au moins, ça colle une colonne vertébrale au film sur une symbolique, des références, etc. Ça empêche pas que moi je trouve que c'est un navet complet, mais au moins cette colonne vertébrale, elle est là, et c'est la seule qui existe dans le film, parce que le reste est assez dramatique. Il y a plein de plot twists totalement inintéressants. Tout ce qui est, Spielberg, c'est l'émerveillement et le spectaculaire. Et quand il est dans l'intime, c'est l'émotion. Il n'y a rien de tout ça. Alors, il n'y a rien de tout ça. Il a toujours fait des choses très spectaculaires avec les extraterrestres, spectaculaires en termes d'émotion ou en termes de spectacle. Là, il faut dire que les 20 dernières minutes se déroulent dans un studio télé. C'est quand même minable, quoi. Enfin, moi j'ai pensé à Perdu de vue de Jacques Pradel, toi. C'est vraiment on a retrouvé c'est une vieille ref, Putain, c'est une ref qui remonte de loin, Bah oui, mais Jacques Pradel, c'est lui qui a diffusé l'autopsie de Roswell, tu vois, à la télé. Et pour moi, c'est un film totalement complotiste. Disclosure Day, c'est la forme qui choisit d'être complotiste, ce qui me dérange pas plus que ça. Mais moi j'aurais préféré qu'il nous montre comment a été construit l'Area 51, comment on a traité les extraterrestres, qu'il soit au cœur de ça, plutôt que faire un film ou la véritable apocalypse dont parlait Rafik, ou la véritable apocalypse, ou n'importe quoi, plutôt que de rester dans une posture une posture complotiste qui ne soulève aucune question. Ça fait passer les ufologues pour des crétins. Franchement, c'est terrible. Moi, j'aurais aimé qu'on aille plus loin. Voilà. Comme il y a aucune question qui est posée, tu te dis ah ouais, alors pourquoi en fait, ça reprend les arguments des ufologues convaincus d'Area 51, etc., sans les mettre en perspective. Donc, ça veut dire que, en gros, depuis 50 ans, il y a régulièrement des vaisseaux qui s'explosent aux États-Unis, pas ailleurs. 70 ans. 70 ans, ouais, pardon, aux États-Unis et pas ailleurs, avec plein d'extraterrestres qui sont gardés, etc. Et c'est en 70 ans, mais pendant les millions d'années avant l'apparition de l'homme, il n'y a jamais eu un vaisseau qui est arrivé, dont on aurait retrouvé des débris. Ça dépend à qui tu demandes. Si c'était ça dépend. Ouais, non, mais bon. C'est suggéré justement à travers la religion, quoi. Ouais, ok, mais bon.
Enfin voilà quoi. Donc pour moi c'est une approche de l'extraterrestre du niveau de Jacques Pradel. C'est dommage. Comment dire, la fin, ouais, c'est perdu de vue quoi. Je suis d'accord avec Rafi qu'il y a un truc de glauque dans le film. Je sais pas ce qui glorifie en fait, mais pour moi. Mes amis, nous avons retrouvé l'alien qui vous a enlevé, qui vous a enlevé il y a 30 ans, qui vous a emmené dans vos vaisseaux, qui a fait des trucs sur vos têtes, et on sait pas trop s'il a fait d'autres choses, etc. C'est glauque, quoi. Enfin, c'est terrible. Tout ça avec une population qui gobe tout. En plus, c'est vraiment un film hors sol sur la situation mondiale, sur les jeunes, il n'y a pas TikTok, il y a rien de tout ça. La télé, c'est encore la preuve de la vérité, alors qu'on sait que c'est l'inverse aujourd'hui. Non seulement c'est l'inverse aujourd'hui, mais c'est pire encore, c'est-à-dire que il y a une telle méfiance vis-à-vis des autorités que le fait que depuis plusieurs années, on ait justement de la disclosure, c'est-à-dire que t'as quand même le Pentagone qui dit oui, bien sûr qu'ils existent, on en a la preuve, etc. Et en fait, tout le monde s'en fout. Mais tout le monde s'en fout parce que ça vient d'une autorité, justement. Et que du coup, la première question que tu as... Puis les images qu'ils ont dévoilées récemment, elles sont pas hyper spectaculaires, mais c'est quand même... Enfin, je veux dire, quand c'est des trucs d'État qui te disent non, mais oui, c'est quand même... c'est nouveau. Jusque-là, c'était un non fermé absolu. Mais le premier réflexe aujourd'hui dans la guerre de l'information qu'on traverse, du spectateur lambda, c'est qu'est-ce qu'on me cache ? Si on me révèle ça, qu'est-ce que ça cache ? Il y a toujours une autre... Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que la télévision soit présentée comme un média dominant sur les consciences, alors que c'est pas du tout le cas. Alors que par ailleurs, dans le film, on voit tous les gens agrippés à leur portable et il n'a pas utilisé ça. Il y a aussi cet étrange montage, puisqu'on a une série de vidéos que sont justement celles que trimballe le personnage de Josh O'Connor là, sur ses clés. Ces 150 clés USB. Qui mêlent à la fois des images officialisées, donc du Pentagone, avec des recréations d'événements. Et là aussi, ça m'a questionné parce que ça va tellement vite. Je me suis demandé si là-dedans il n'y avait pas des choses qui avaient été glissées. Dont on ne sait pas encore aujourd'hui si elles sont fictives ou pas, quoi. Ouais, non, je pense pas. Mais moi, je trouve que c'est du niveau d'un Jacques Pradel, mais comment dire, je comprends pas. Pour moi, Spielberg, c'est quelqu'un qui c'est déjà un formidable conteur d'histoire. C'est pour ça qu'on aime E.T., c'est pour ça qu'on aime Rencontre du troisième type. Et là, je trouve que c'est la première fois qu'il fait un film à message, mais carrément au premier degré, quoi. C'est-à-dire, ça se termine sur un message. Mais il y a Lincoln, il y avait un peu de ça quand même. Si. Bah, pour le coup, c'est historique. D'accord, Lincoln, si tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est vrai, mais j'aime pas trop Lincoln. Non, mais moi non plus. Mais mais c'est précisément pour ça. Et donc là, le message, il est assez affligeant en plus, quoi. Enfin, c'est vraiment terrible. Voilà. En dehors de ça, donc moi c'est ce qui fait que c'est le premier film de Spielberg que je déteste assez viscéralement. En dehors du fait que je m'y suis ennuyé terriblement, mais il y a également un truc que je trouve dingue, c'est que ça soit vendu comme un blockbuster. Parce que comme j'ai dit, c'est cheap. Il y a très peu d'action dans le film. Alors qu'il te vend ça comme le film d'action. Oui. Mais en fait, t'as l'impression que ces séquences, elles ont été tournées juste pour des plans de bande-annonce, quoi. Elles servent strictement à rien. La scène d'action du train, c'est mauvais. Ils sont en danger. Non, mais voilà. Ils sont en danger ou... Je trouve que c'est étonnant. Il a déjà raté des films, mais il l'a pas raté dans des mesures pareilles, quoi. Et voilà. Et d'un point de vue de scénario, et d'un point de vue de mise en scène. D'un point de vue de scénario, on pourrait, je sais pas si on commençait à lister les trucs absurdes. Là, tu parlais des clés USB. C'est vrai que Josh O'Connor, il se baladait avec un sac avec 150 clés USB. Je sais pas combien de milliers de téras ça représente là. Il y a un suspense à la fin où il est en train de tout charger sur
clé après l'autre. Moi, j'étais vachement jaloux. Je me suis dit, putain, ça va super vite, là. Et voilà. 7 gigas en 10 secondes. Mais tout ça pour diffuser des vidéos, 2 minutes en 720p, tu vois, c'est des vieux trucs. C'est absurde. Moi, j'aurais aimé que ça soit, je pense que j'aurais pas aimé davantage le film, mais qu'une fois chargé les vidéos, on s'en prenne plein la gueule, quoi. Qui nous montre des trucs complètement dingues, des trucs de fantasy, de science-fiction. On va laisser Julien, parce que je le vois tout à l'heure opiner du chef, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un truc où il s'engage pas, qui est justement les vidéos en question, et je pense notamment à celle de ce qui est censé être une torture d'alien. Ça c'est effleuré en fait. Et qui est vraiment, voilà. Alors, est-ce que c'est une question de classification, jusqu'où il pouvait s'autoriser à aller, mais bon. Pour moi, je peux rebondir là-dessus. Bien sûr. Rafik m'a piqué mon rôle, mais vas-y. Non, mais il y a parce que justement pour moi ça c'est clé dans le fait. Et c'est vrai en entendant Vincent, je rejoins en fait ce côté détestation en fait du film et d'un point de vue exceptionnel. C'est-à-dire que moi Spielberg est tellement important en fait dans ma vie de cinéphile, comme j'imagine tout le monde ici, quoi, que quand il te lâche, ce monsieur-là, il nous a déjà lâché. Hein. Moi je me souviens très bien de son retour après il avait pris des années sabbatiques et il était revenu avec Amistad, enfin Le Monde Perdu et puis Amistad, c'était hyper dur. Tu dis putain, on l'a perdu là, c'est foutu quoi. Alors que le mec avait pas fait de film depuis 2 ans, ça n'était jamais arrivé auparavant depuis le début de sa carrière. Donc il y a eu des moments, 4 ans. C'était 4 ans même, moi je me rappelle, ça me semble beaucoup. 93, 97. Mais bon, peu importe. Et donc il y a eu des moments en fait où t'avais l'impression qu'il te lâchait. Et à chaque fois, c'est vrai que c'est très désagréable parce qu'il fait tellement partie de toi, tellement il est énorme Spielberg quoi dans notre vie. Moi, le jour où ce monsieur-là va disparaître, j'aurai l'impression qu'il y a une partie du cinéma qui va partir avec lui, quoi, vraiment, littéralement. Et donc, en fait, déjà, quand ce mec-là te lâche, c'est toujours douloureux. Mais là, c'est particulier, Disclosure Day. C'est pour moi très, très différent d'échecs comme Amistad, comme Le Monde Perdu, même sur des films que j'aime un peu moins, mais j'aime bien quand même, comme Le Bon Gros Géant, comme Cheval de Guerre, comme vous avez parlé de Lincoln, comme, je sais pas, moi, je pourrais citer aussi Le Terminal, parce que le truc aussi avec Spielberg, c'est que pour moi, ce mec-là a fait un rebond après AI, au début des années 2000, qui est sidérant dans les carrières en fait de réalisateurs, voir quelqu'un qui retrouve un regain comme ça d'envie de filmer, d'envie de partager, qui à ce point-là refonde en fait ce qui était constitutif en fait de son œuvre auparavant. Bon, moi, j'ai peu connu ça, quoi. Tu vois, ça fait partie aussi des choses qui font que je l'adore. Et puis, un autre truc, c'est que, et on en avait beaucoup parlé au moment où on avait parlé de West Side Story, c'est qu'il est arrivé à un niveau de maîtrise, en théorie, hein, parce qu'après, on va parler de Disclosure Day, mais il est arrivé à un niveau de maîtrise de l'art du cinéma qui est, il y a très très peu d'équivalents, voire quasiment pas, en fait, dans l'histoire du cinéma. Des gens qui maîtrisent le langage cinématographique comme lui. Quand tu vois West Side Story, c'est incroyable. C'est rien que ça, en fait, en dehors de tout le reste. Bon. Et là, le truc, en fait, avec Disclosure Day, là où c'est différent de ces autres trucs, c'est que Spielberg, au prorata du reste de son œuvre, finalement, l'anticipation, il en a fait pas tant que ça, en fait. Et à chaque fois qu'il a fait de l'anticipation, qu'il s'est risqué sur ce genre-là, ça a compté énormément. Alors, je sais qu'il y a des débats sur Ready Player One et tout, par exemple. Pour moi, c'est un film qui a compté énormément, en fait, Ready Player One. Mais c'est la même chose avec tous ces autres films. Plus que ça encore, parce que Disclosure Day ne se rejoint pas juste l'anticipation, il rejoint ce que lui, il appelle de la science de prospective, je crois. Enfin, je sais plus exactement quelle est son expression, mais il veut pas justement affilier ça juste à de la fiction, qui est donc son œuvre sur les extraterrestres, sur les ovnis, puisque, comme vous l'avez tous dit, c'est un ufologue convaincu. Et là, il y a forcément un enjeu monumental sur un film comme celui-ci. C'est-à-dire que il n'a pas parlé en fait de ce sujet-là en réalité depuis E.T. parce que La Guerre du Monde, effectivement, c'est un peu différent. C'est autre chose. Je pense pas qu'il parle en fait de son amour pour les ovnis, moi, dans La Guerre des Mondes. C'est autre chose. Et donc, à tel point d'ailleurs qu'il y a eu cette rumeur persistante sur Disclosure Day que ce serait peut-être une suite officieuse de rencontre du troisième type. Donc moi, ça, en fait, quand tout ça est réuni,
j'ai un degré d'attente là-dessus. Et j'ai un degré d'attente qui est tel, quand je découvre le film, que je donne beaucoup, moi, de carte chance à Spielberg aujourd'hui. Il a tellement donné, il a tellement fait, il s'est tellement réinventé, il a tellement gravi des montagnes gigantesques, en fait, de cinéma à chaque fois en s'en sortant les doigts dans le nez, t'as l'impression, en tout cas, que tu te dis, il faut que j'attende ce qu'il me propose. Et moi, j'ai attendu beaucoup, en fait, dans Disclosure. J'ai attendu, en fait, en me disant, ça y est, ça va démarrer. Surtout que j'avais donc lu, notamment, cette fameuse interview dans Empire, où il disait, c'était la première fois que je le voyais dire ça, il l'a beaucoup dit depuis, parce que depuis qu'on a vu le film, moi j'ai écouté beaucoup d'interviews de Spielberg aussi, en me disant peut-être que la clé est ailleurs, que c'est toi Julien qui a un problème avec le film, etc. Où il arrête pas de dire, il faut que vous ayez une ceinture de sécurité, c'est un des films les plus intenses que j'ai jamais fait, c'est une course-poursuite non-stop, etc. Et donc, je me suis dit, quand est-ce que ça va démarrer, en fait, ce truc-là et tout? Et effectivement, ça ne démarre pas. Et en fait, tu arrives au truc où t'attends, t'es ouvert. Enfin, moi, en tout cas, j'étais ouvert. Et tout ça pour rien. En fait, c'est un film qui, littéralement... Alors, Rafik est parti très loin avec une analyse brillante, comme il sait très bien le faire, etc., de toute la symbolique et tout. Peut-être que c'est intentionnel, mais... Désolé, hein, Raph, moi j'en ai rien à faire. J'ai ce rapport-là au cinéma, à partir du moment où la narration, le spectacle ne m'a pas captivé, j'en ai rien à faire d'analyser le film. Quand bien même c'est Spielberg, pour moi je m'en fous en fait. C'est secondaire. Ça peut être formidable et génial quand c'est déjà sur une œuvre qui t'a captivé, mais c'est secondaire. C'est mon rapport au cinéma. Je pense, qui est vraiment ce qui définit même mon apport au cinéma. Et donc là, et Vincent en a déjà beaucoup parlé, la teneur même en fait du film, ce que le film nous raconte et comment il nous le raconte, mais c'est vrai que rétrospectivement, les bras m'en tombent. Je suis sorti du cinéma assez en colère aussi, et en me disant, je vais laisser tomber la colère. Je l'ai vu donc il y a 3 jours avec mes camarades. Je vais laisser tomber. J'ai écouté beaucoup des interviews de Spielberg. Je vais l'analyser, je vais réfléchir. Et en fait, ma rancœur en fait vis-à-vis de Spielberg n'a fait que grimper depuis, parce que je ne vois que les failles. Et bon, Vincent, je souscris à tout ce qu'a dit Vincent, mais il y en a plein d'autres. C'est-à-dire qu'on te fait tout un truc en fait sur cette espèce de maison, de fausse maison et tout. Au final, c'est hyper décevant ce qu'on fait avec ça. On te fait tout un truc sur les pouvoirs des extraterrestres et tout, et donc notamment sur ce pouvoir d'invisibilité. Mais la façon dont ce pouvoir d'invisibilité est exploité dans le film, mais où est l'invention en fait ? Où est la création à ce moment-là? Il y a un truc, en fait, et c'est là-dessus que je voulais rebondir avec Rafik, j'ai fait des circonvolutions infernales, désolé là-dessus, mais il y a un truc pour moi qui est fondamental là-dessus, c'est que Spielberg, il a un truc dans son cinéma en général, et dans ses films d'extraterrestres en particulier, où il te donne à voir un truc incroyable. Et c'est par là, en fait, aussi qu'il rentre souvent dans ton cœur, dans ton âme, et qui te pousse éventuellement à l'exégèse, etc., etc. C'est pour le résumer à une séquence, c'est Marion et Indy, ils sont attachés à un pilier. Indy il dit ferme les yeux, on n'a pas le droit de voir ce qui va se passer quand on ouvre l'Arche d'Alliance. Mais toi, t'es spectateur et toi, t'as le droit de voir. Et cette possibilité de voir et le spectacle qui t'est donné à voir, ça, c'est Spielberg. C'est de là, en fait, à mes yeux, que vient le regard spielbergien, etc., etc. Là, si juste tu résumes le film à ça, ce qu'il te donne à voir et ce qu'il te donne à voir sur les aliens. Mais au secours, c'est horrible. Marie, j'en ai un peu parlé avec Marie du film, quoi. Et elle me dit, ouais, c'est un épisode de X-Files. Mais j'aimerais bien. Je vais dire un truc très méchant, hein. Mais je trouve que t'as plus d'invention, bizarrement, alors que ça allait pas hyper loin, hein, même si j'aime bien le film. T'as plus d'invention, en fait, sur la représentation des aliens et tout, dans X-Files, le film, que là-dedans. Mais c'est d'une tristesse. L'alien à fin, c'est d'une tristesse. Et ça va en plus avec un autre truc qui m'a affreusement déçu, qui est la facture globale du film, la façon dont il est fabriqué. Il y a effectivement quelques éléments en fait de ce qu'on appelle du blocking en fait dans des séquences de discussion, une scène où le personnage de Josh Connor par exemple se regarde dans un miroir, des trucs en fait comme ça qui sont assez intéressants effectivement. Mais bon, je pense que Spielberg il a un tel savoir-faire, c'est pas d'automatisme, mais ben voilà. Limite, il y a 2-3 trucs comme ça, mais alors sinon, mais la déception moi là-dessus, c'est dingue. J'avais interviewé, je me rappelle, les mecs qui avaient fait des drones sur Ambulance de Michael Bay et les mecs étaient hyper excités parce qu'ils bossaient avec Spielberg
Je sais plus si c'était West Side Story ou les Fabelman. C'était un des deux, quoi, en fait, et tout. Et les mecs disaient, Spielberg, il a découvert les drones, il est fou, il va faire plein de trucs et tout. Et effectivement, alors pas trop dans les Fabelman, mais beaucoup, par contre, dans le West Side Story, tu voyais des trucs avec les drones super et tout. Et moi, là, quand le mec, il dit que c'est une course-poursuite, quelque part dans un coin de ma tête, je me suis dit, waouh, il va faire encore des trucs. Mais la misère. L'utilisation des drones là dans Disclosure Day, c'est la misère, à part un plan séquence qui en plus à mes yeux complètement gâché en fait par la dramaturgie qui est sous-tendue dans le plan séquence où un mec en fait doit voler une voiture. Josh O'Connor. Oui. Ouais, Josh O'Connor, oui, doit voler une voiture. Bon, à part ça, mais c'est lamentable quoi. Il y a un truc que tu as noté aussi dans cette séquence-là et qui questionne parce que Spielberg, c'est pour le coup dans ses plans séquences, c'est pas du tout un show-off. C'est jamais un mec qui a frimé avec ses plans séquences. Lorsque Josh O'Connor va pour monter dans la voiture qui va voler, la caméra choisit de contourner le véhicule pour rentrer de l'autre côté par la porte du passager. Et ça, c'est étrange parce que si on te met dans les basques du personnage, parce que t'es censé le suivre littéralement pas à pas puisqu'il se planque pour pouvoir voler cette voiture. Pourquoi nous mettre, nous, spectateurs, à la place du passager ? Ça, effectivement, c'est un truc qui m'a questionné. Moi, c'est juste au niveau de l'inventivité, si tu veux, du savoir-faire, tu vois. Et il y a, par exemple, il y a une scène donc la scène du train, là, qui est en fait, c'est une espèce de séquelle à la scène du train de duel, où il y avait le camion qui poussait la voiture sur les malins, et qu'est-ce qui se passe voilà. Ils sont embarqués là-dedans. La topographie de la séquence, elle est pas mal. Mais en fait, la séquence, elle descend tout de suite comme un ballon, en fait. La séquence d'action pure, en fait, ça se dégonfle complètement. Alors, heureusement, moi, c'est le seul moment, en fait, que je trouve à peu près dans le film, parce que après, il y a une séquence où le personnage de Millie Blunt fait une crise de panique, quoi, et donc se retrouve au milieu de piano, de cordes de piano, et trouve, en fait, alors, on connaîtra évidemment la symbolique et tout, mais retrouve, en fait, dans les pianos et dans la vibration, en fait, des cordes de piano, de quoi calmer, en fait, sa crise de panique, mais tout le reste et tout, et les effets spéciaux sont à l'avenant. C'est-à-dire que moi, la vision en fait des aliens, à la fin, les animaux en CGI et tout. Enfin, on en avait parlé à l'époque du Frankenstein de Del Toro et tout, mais là, c'est pareil. Bon, apparemment, il a bossé avec Digital Domain. C'est peut-être aussi un film qui a eu des gros problèmes de budget, hein, j'en sais rien, mais voilà. Il y a un autre truc aussi dont vous n'avez pas parlé qui me semble aussi être important, c'est que tu as une espèce de sous-texte politique. Qui aurait pu faire un écho troublant avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, puisque tu es à l'orée d'une 3e guerre mondiale. Ce que tu comprends en fait à peu près. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Il y a la Corée. Ça, en fait, il y a la Corée du Nord. Voilà. Il se passe des trucs. Sauf que c'est flou. C'est pas du tout exploité. Tout à coup, en fait, t'as une séquence en fait dans une station-service où t'as plein de gens qui y vont. Et moi, j'ai eu un moment de doute. Je me suis dit, attends, et pourquoi ? Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de guerre du monde. C'est pour ça qu'ils vont acheter des barres chocolatées, quoi. Tu vois, qui font plein de super. Et là, ça fait partie en fait des écueils en fait de narration, mais qui sont aberrants. Alors, parce que c'est à géométrie variable, en fait. Il y a des scènes où tu vois la panique et d'autres où les gens sont super chill. Il n'y a plus rien. Et il se passe rien. Ils arrivent à la fin sur la station de télé, là, et dans la rue, t'as que dalle, quoi. Mais c'est le même problème avec le pouvoir d'Emily Blunt, hein. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en fait, au début du film, donc, elle l'a pas. Puis l'oiseau arrive, et puis elle l'a. Et puis en fait, le film t'explique parce que en fait, en gros, quand elle se met à parler, je crois que c'est du russe ou du polonais. Voilà. Du russe, ouais. En gros, le mec lui dit mais j'ai rien compris à ce que t'as dit, mais je te l'ai dit en anglais. Et en fait, elle explique tout le temps. Tu vois, elle dit mais moi j'ai parlé anglais ou mais comment ça il est coréen, il est pas coréen, il me parle en anglais, tu vois. Et en fait, du coup, tu te dis mais tout ce truc sur le langage en fait, où le mec te termine le film en te disant écoutez, tu vois. Et normalement, encore une fois, Spielberg, il est capable de le faire, ça. Il est capable, en fait, de te montrer, tu vois, si tu veux, le point de vue d'Emily Blunt et le point de vue du spectateur à côté pour comprendre, en fait, si tu veux, que on est elle a un fonctionnement spécifique, tu vois. Et ils s'en servent quand, puis en plus, ça lui tombe comme ça sur, tu sais, enfin, elle le questionne un registre de comédie. Oui, mais elle le questionne pas. Par exemple, c'est aussi l'un des problèmes de la structure du film, c'est que t'as des persos qui rentrent et qui sortent quand on a besoin d'eux, en fait, pour la thématique. Ça, j'allais en parler. Voilà. Rafik parlait de la religion.
le personnage en Voilà. fait de la nonne défroquée en fait, qui est la petite copine en fait de Josh O'Connor. Ouais. C'est ahurissant. C'est-à-dire le Elle personnage disparaît. est très important. Elle disparaît, elle revient à la fin, tu sais pas comment. Et voilà. Et moi, sur Emily Blunt, je voulais te dire un truc aussi. Attends, excuse-moi Clémence, parce que après j'ai peur d'oublier, mais juste après j'arrête. Mais je voulais dire un truc, c'est que c'est tellement mal fichu le film qu'en sortant et en réfléchissant au film, je suis mais en fait, je suis sur quel registre en fait avec ce personnage-là ? Est-ce que je suis sur un registre comique ? Est-ce que je suis sur un registre lambda, individu lambda, un peu à la Richard Dreyfuss en fait dans Roy Neary, un peu dans Rencontre du troisième type, où je me dis c'est Madame tout le monde en fait qui investit d'un truc et du coup ça va la sublimer, mais c'est même pas ça en fait parce que des fois elle est un peu drôle. Enfin, je ne comprends même pas ce perso. Et je pense que c'est plus parce qu'elle est mal fichue. Voilà, par exemple, le perso du fils de Kurt Russell, là, de Wyatt Russell, en fait, qui est le mec d'Emily Blunt, il est là pour la faire sortir à un moment donné, en fait, de l'hôpital. Ou je sais plus, je crois que c'est à l'hôpital, oui, je sais ça, plus. ouais, elle est hospitalisée. Après, et c'est tout, hein, parce qu'après, en fait, il s'engueule. En fait, elle se casse, elle le dégage, et puis il ne revient jamais. En fait, il revient une seconde à la fin. Tu vois. Ouais, mais lui, effectivement, c'est probablement le personnage le plus mal écrit du film, puisque sa fonction au départ, c'est de chercher à remettre les pieds sur terre à un personnage qui pète un câble. Donc, en l'occurrence, à ses yeux, Emily Blunt est en train de péter un câble. En gros, il a le rôle qu'avait Terry Garr dans Rencontre du troisième type, l'épouse de La comparaison est tellement terrible. Bah oui, mais bon, j'insiste sur le fait que ce personnage-là n'est pas bien écrit. Il devrait effectivement servir de frein, c'est-à-dire empêcher l'héroïne, par amour pour elle, l'empêcher d'accomplir sa destinée. Le problème, c'est qu'on effectivement, on fait rentrer et sortir du récit en fonction des besoins. En fonction des besoins thématiques aussi, parce que le truc, encore une fois, c'est que là, t'as les besoins de récit, en fait, c'est-à-dire à un moment donné, lui, il te fait sortir la nana de l'hôpital, l'autre, en fait, elle questionne la religion, parce que le questionnement, en fait, qui est mis en avant de Josh O'Connor, c'est il faut que ça sorte. Moi, je suis un lanceur d'alerte, il faut que ça sorte, il faut que les gens sachent. Et elle fait, c'est elle qui lui dit, mais t'y as pas pensé, en fait. Je veux dire, il y a d'autres personnes qui n'ont pas le même point de vue que toi, dont moi, et voilà. Et attends, Rafik, excuse-moi juste. Et par exemple, en fait, le truc avec Coleman Domingo, c'est que lui, c'est Spielberg. C'est le metteur en scène. Donc, en fait, il est en train de diriger tous les gens, là, qui sont en train de reconstruire la baraque de leur enfance, tu vois. Et en fait, te remettre le trauma, en fait, pour la faire éclater dans ton truc. Donc, c'est Spielberg, le psychiatre, tu vois, qui revient et tout, qui est en train de faire une espèce de mise en scène comme ça. Et c'est pareil, enfin, lui, tu vois, à part que tu comprends qu'il est plus ou moins derrière le processus de faire sortir la vérité, tu vois, son perso, il ne sert qu'à ça, littéralement. Donc en fait, au bout d'un moment, je suis désolé, mais oui, l'écriture, elle est à chier, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que, et surtout, encore une fois, il y a des films pas très bien écrits chez Spielberg, en tout cas moins bien écrits qu'ils le sont réalisés, tu vois. Mais généralement, en fait, il a très souvent rattrapé ça, en fait. Là, c'est pas du tout le cas, quoi. C'est catastrophique. Moi, est-ce que sur la question de est-ce que c'est un navet ou pas, c'est très, je pense, subjectif là-dessus, parce que pour moi, Indiana Jones 4, c'est un navet. Hook, c'est un navet. Donc en fait, le truc, c'est que et par exemple, Indiana Jones 4, il y a exactement les mêmes problèmes de structure, exactement les mêmes problèmes de faire rentrer les choses, les faire ressortir et tout. Il y avait George Lucas derrière aussi, qui foutait pas mal le boxon, quoi. Mais là, effectivement, là où il y a une grosse différence, c'est que c'est la première fois que t'as le sentiment que Spielberg, il se mange les pieds dans le tapis, mais tout seul, comme un grand, tu vois, et que moi, je me suis carrément posé ce questionnement aussi. Je me suis dit, est-ce que le fait que, parce que j'ai toujours eu le sentiment que, par exemple, quand il a relancé Jurassic Park, quand il a fait la suite, je me suis dit, il a pas envie de le faire, ce film. J'ai vraiment ce sentiment qu'il avait pas envie de le faire. Il y avait pas de défi pour lui à refaire ça. Indiana Jones 4, il y avait pas de défi. Puis tu vois d'un seul coup arriver Tintin. Et Tintin, c'est le véritable Indiana Jones 4. T'es en train de regarder le film, tu te dis putain, mais, et en fait, il y a une espèce de comme si le fait de se faire en performance capture, en fait, ça le revigorait. Tu vois, c'est comme s'il y avait un espèce de truc comme ça, voilà. Là, t'as l'impression que c'est bon, celui-là, je le tiens en main depuis 40 ans, là, 50 ans, il faut que je le sorte. Et puis t'as envie de dire, mais non, t'es pas obligé. Si c'est pour faire ça, en fait, faire un film qui Fablesman, ça se voit qu'il a envie de le faire. Ça se voit que c'était important pour lui de le faire à ce moment-là. On en a parlé. West Side Story. Tu vois, ça se voit qu'il avait quelque chose à dire par rapport au film de Robert Wise. Donc le truc, c'est que par rapport à la pièce de Broadway, enfin tout. Donc le truc, c'est qu'à un moment donné, là, t'as un sentiment qu'en fait, le mec, il s'attaque à lui-même, mais qu'il a déjà tout dit, quoi.
Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Vincent quand il parlait d'un film cheap. Je pense que cette sensation, elle vient aussi, voire surtout, de l'écriture, parce que le film vise à raconter un événement d'une ampleur littéralement planétaire. Là, c'est censé être une révélation pour toute l'humanité. Et là, pour le coup, notez-le, c'est collector, je le dirai pas tous les jours, c'est un film qui manque cruellement de diversité. C'est-à-dire, si tu veux nous faire comprendre le hors-champ de la planète entière, on l'a pas du tout. D'ailleurs, c'est mieux fait dans Armageddon. Je veux dire, c'était effectivement bien mieux fait dans Rencontre du troisième type, où l'air de rien... Ou dans Premier Contact. Voilà. Ah, voilà, merde. Merci. Premier Contact, c'est vachement bien. Ça suffit. Non, mais ça suffit, les gars, ça suffit. C'est surtout au niveau des classes sociales, on a vraiment, tout le film, on a que du bourgeois citadin américain. Bon, alors, par la force des choses, la plupart des personnages sont des scientifiques, donc évidemment, ils appartiennent à la même classe sociale, mais le fait qu'on ne sente pas le poids du pays, du hors-champ, tu parlais de la station-service tout à l'heure, on aurait pu en profiter pour glisser des personnages à ce moment-là, etc. On les a pas. Et du coup, on a l'impression qu'il n'y a pas de hors-champ. Et qu'on est réduit à suivre... Bah oui, il est d'accord avec moi. Il est entièrement d'accord avec moi. L'avis de Kintaro. Parce que là, vous avez un événement hors-champ. C'est ça la magie du cinéma. Alors, j'ai vu Julien dégainer son micro prêt à réagir. Merde, j'ai oublié du coup. Non, je voulais dire... qu'est-ce que je veux dire ? Oui, sur le côté cheap, en fait, je voulais rebondir là-dessus. Parce que je pense que c'est un bon truc. Alors, c'est possible aussi. Spielberg, il a fait quand même beaucoup de bides. Quand même, il a énormément de pouvoir, Hollywood. Quand même, en tant que producteur, il a eu énormément de succès. Il a fait beaucoup de bides ces derniers temps. Peut-être. Parce qu'on ne sait pas en fait comment ça se passe, tu vois, dans les coulisses. Peut-être que le budget était drastiquement revu à la baisse. Je n'en sais rien. Moi, je pense qu'il y a un truc aussi sur le côté cheap qui est hyper curieux en fait dans le film. Ça fait partie des questionnements en fait auxquels j'ai pas de réponse. C'est que il m'a semblé voir au début du film un truc où j'ai mis un peu de temps d'ailleurs à le décoder. Je me suis dit en fait il y a une espèce d'image à la Pakula des années 70, un truc à la film un peu parano si tu veux, post Watergate en fait des années 70. C'est assumé ça. Moi je trouve pas tant que ça en fait au final quoi. Mais bon c'est vrai qu'il y a... pour le coup David Koepp qui parle de thriller ufologue des années 70. Ouais, je te parle en fait à l'intérieur du film. Je trouve qu'au final, notamment dans le dernier tiers, c'est complètement oublié quoi. Mais dans le dernier acte, pardon. Mais bon, d'accord. Et donc il y a un côté ça. Il y a un autre truc en fait, mais qui rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure sur, à mes yeux, la pauvreté du langage cinématographique en fait de Disclosure Day. Ça, moi je lâche pas totalement le morceau en fait là-dessus, à l'aune de ce que peut nous proposer Spielberg. Moi c'est la photo de Kaminski. Alors moi je n'en pouvais plus quoi. Moi je suis pas toujours fan en fait de Kaminski, de ce qu'il a proposé chez Spielberg. Parfois c'est incroyable, puis des fois c'est quand même beaucoup plus compliqué. Tu sens qu'il y a des expédients en fait, par exemple dans la photo, qu'il y a des facilités et tout qui vont de pair avec l'efficacité légendaire de Spielberg quand il est sur un tournage, je pense quoi. Mais alors là, ce truc de te mettre des projecteurs dans la gueule tout le temps, des sources lumineuses dans la gueule en permanence. Alors, il y a certainement un sens profond à tout ça, etc. J'en doute pas de ça. Mais encore une fois, d'un pur point de vue de spectateur et de plaisir et tout que t'as ça, mais je n'en pouvais plus moi. Ça me saoulait, ça a contribué en fait à me faire complètement lâcher le film au bout d'un moment. C'est pour ça que tu soufflais. Je vais dire un truc, entre autres. Mais je vais dire un truc très méchant, mais j'ai eu l'impression de voir l'utilisation des flares chez J.J. Abrams quoi. C'était tellement systématique en fait au bout d'un moment. C'est encore une fois si. Alors, la distinction c'est quand même que en fait je sais que tu l'as dit, t'as dit que c'était un truc méchant, c'est pas mais la distinction je trouve c'est que c'est des vraies sources lumineuses chez comment dire. Chez J.J. Abrams c'est des vrais flares. Ouais, sauf qu'en fait, il les fait péter au maximum derrière en post-prod aussi. Et en fait, c'est vrais flares qui sont faits avec tout un système autour de la caméra, mais peu importe. Mais donc, il y avait tellement, en fait, c'est tellement systématique, tellement gros. C'est pareil, en fait, je me suis dit, mais ça fait tout petit en fait, tu vois, ce genre d'effet de mise en scène et de trucs. Il m'a pas habitué en fait à ça. Il peut être bourrin encore une fois sur la lumière. Par exemple, j'ai jamais été un gros fan par exemple de la lumière de Jurassic Park. J'ai des problèmes en fait sur cette lumière là, etc. Et il y a des problèmes de lumière en fait même sur Minority Report. Il y a 2-3 trucs que moi j'aime pas trop et tout quoi. Mais là.
ce bourrinage en fait là-dessus sur cet effet de style et tout quoi. Moi j'en C'est parce qu'il a un aspect aveuglant. Il y a un moi ça me fait penser à un aspect. Je vais mettre les pieds dans le plat comme ça pour pas perdre de temps. Il faut parler de cul un peu dans cette émission. Pas toi peut-être, mais vas-y. Non, mais parce que il y a des éléments. Tout à l'heure, Julien disait à juste titre que Spielberg refait une séquence de duel qui est donc la scène où le camion pousse la voiture sur la voie ferrée. Dans Duel, c'était plus ou moins consciemment fait comme ça par Spielberg. C'était une scène de viol. C'est-à-dire le découpage. Dans la façon avec laquelle il mettait en scène la bagnole et le camion, c'est exactement comme il aurait filmé des corps dans une scène de viol. Et c'est suivi de façon, à mon avis, pas innocente, par la fameuse scène de panique. La crise de panique de l'héroïne au milieu des pianos. Alors que le piano, il a un rôle important dans la biographie de Spielberg. Sa mère était pianiste. C'est un instrument justement dont on se doute qu'il est là qu'il a la capacité de le calmer, tu vois, de le faire raccrocher. Mais cette héroïne, il faut pas l'oublier, c'est aussi la gamine qu'on a dans le flashback. Et ce truc avec les aliens qui kidnappent des gens et qui font des expériences sur eux, je pense que tout le monde le sait dans la culture populaire, que ça a été admis que la plupart du temps, on leur met des trucs dans le cul. Mais après, bon, c'est aussi vécu comme un abus sexuel. Préciser que c'est pas dans le film. Non, bien sûr que c'est pas dans le film. S'il te plaît. Mais dans le film, tu vois pas l'alien, c'est des animaux à la place. Donc tu te doutes qu'il y a quelque chose d'autre qui est en jeu. Il y a un rapport à la sexualité réprimée ou violente. C'est pour ça que je dis ce film me donne l'impression qu'il y a une autre couche que j'arrive pas à gratter, à déterrer, comme un trauma personnel qui arrive pas à sortir. Spielberg a écrit le récit sur son téléphone portable. En fait, il passait son temps après à prendre des notes sur un portable, et sa productrice et collaboratrice remettait les choses en forme jusqu'à ce qu'ils aient fini par obtenir un traitement de 40 pages sur lequel David Koepp a travaillé. Ça veut dire qu'il y a certainement des tas de trucs qui sont sortis dont il ne connaît pas lui-même la provenance, l'origine. Et c'est là où je me dis, il y a quelque chose de lui qui a été mis dans ce film qui est peut-être pour le coup complètement inconscient, mais qui le contamine d'un bout à l'autre. Parce que sinon, je ne comprends pas cette scène de panique dans le train. Elle est très bien faite, elle fonctionne très bien, mais elle a aucun sens par rapport à ce que le film raconte. C'est un personnage qui n'est pas habitué à être. En fait, oui, dans ce que le film raconte, elle a aucune fonction. À te montrer qu'elle n'est pas habituellement confrontée à ce genre d'événement. Voilà, c'est pas. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est pas beaucoup plus. Tu es sur le point de te faire tuer par une voiture, par un train qui arrive en face. On en a vu des personnages qui sont pas habitués à ça et qui traversent ces épreuves dans les films. Tu passes pas 5 minutes. Disclosure Day est une façon de nous parler de l'affaire Epstein de façon cryptique. Non, mais allons au bout des choses. Non, mais je pense que c'est. Très bien qu'il nous reste 2 minutes. Ou quelque chose dont lui-même a été victime. Les artefacts ressemblent beaucoup à des sextoys, je trouve. Les quoi? Ça dépend. Non, mais ça, pour le coup, ça dépend parce que pour le coup, il y a s'il y a bien un truc qu'il fait sur tous les points dont on discutait et un petit peu de mise en scène en fait avec ça, si tu veux, c'est que justement quand le personnage de comment il s'appelle, machin chose là, Colin Firth le tient, en fait, tu vois que en fait la personne en face tient un couteau, qu'il les manipule. Donc t'as quand même des trucs en fait avec ça où bon, mais encore une fois, c'est le b.a.-ba chez Spielberg, mais il le fait, c'est clair, c'est précis, tu vois, etc. Je vais juste dire un dernier truc parce que voilà, mais je veux pas relancer la machine. Moi personnellement, j'ai pas écouté l'album à part. Mais une autre déception, mais bon, pour le coup, il a 95 ans, donc voilà, c'est la musique de John Williams. J'avoue que là, en fait, il ne me reste rien. Et même dans des films que j'aime pas, forcément, en fait, je me rappelle très souvent de la musique. Elle est très en retrait et elle reprend un peu des choses qu'il y avait déjà dans la Guerre des Mondes. Mais le truc aussi, c'est que Williams, il faut le dire, il est vraiment pas bien. C'est Silvestri qui aurait dû faire la musique du film, comme il avait fait Ready Player One. Et Spielberg a insisté pour que Williams reprenne. Mais bon, en ce moment, Williams, il est littéralement en chaise roulante. Donc, je pense que ça lui a beaucoup coûté. Voilà, c'était un dernier détail. Eh bien, on va terminer sur ce dernier détail, puisque le mot de la on a fin fait le tour. Kintaro
Je pense qu'il a envie de sortir là, je pense qu'il en a marre là. Je pense qu'en fait il a dit mais moi je l'ai pas vu le film, je vous êtes en train de déblatérer, ça commence à Il a divulgaché le film, ça lui a pas plu. Toi ça t'a pas plu qu'on divulgage le film? T'as pas aimé? Ça t'a pas plu? Bah ouais, mais je comprends, écoute. Ça sera le mot de la fin. Et est-ce que t'aimes bien Gilles Lelouch? Non, ça va, t'aimes bien. Ok, contrairement à d'autres. Si, comme l'équipe, vous voulez vous faire votre propre avis sur le nouveau Spielberg Disclosure Day, en tout cas, il sort en salle ce mercredi 10 juin. Donc, allez le voir. Hein. Et puis, ça le temps pour... Si on vous en a pas dégoûté. Ça fait bizarre. Ça. Allez le voir. Faites-vous votre propre avis, quoi. Mais bien sûr. Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Oui. La preuve. Il est content. Il est content, ça se termine. C'est la fin. Faudra sous-titrer juste. Voilà. Stéphane, Rafik, Julien, Vincent, merci. Merci Clémence. Salut Clémence. Merci Jeanne, également à la technique. Et merci Kintaro. Ouf. Et puis merci à vous qui nous suivez sur YouTube, qui êtes abonnés à notre podcast sur les applis de podcast. On vous aime très fort. Pour les prochaines émissions, si c'est pas déjà le cas, abonnez-vous, hein, comme ça vous ne les louperez pas. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Letterboxd, le réseau social consacré au cinéma. Et puis, pour qu'on continue à grandir, pour qu'on reste indépendant, je le redis, vous pouvez nous soutenir en souscrivant à un don sur une de nos plateformes partenaires, tipeee.com ou patreon.com, mot-clé Capture Mag. N'hésitez pas également à parler de nous à vos amis, à votre famille, à vos cousins, toutes les personnes de votre entourage qui aiment le cinéma et qui ne savent pas encore qu'on existe. Bah, qu'est-ce qu'ils attendent ? Dites-leur que nous, on est là. On compte sur vous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Sale Temps. D'ici là, portez-vous bien.